it's a life of fear, of insecurity, and of lack of future. We are divided like a kind of tumors. In every part, we have armed people. I shouldn't tell you this, Mandrake, but you're a good officer and you have a right to know. It looks like we're in a shooting war. Oh, hell. All the Russians involved, sir? But I want to start with yesterday's unfortunate events in Honduras, which were a test of the inter-American system's ability to support and defend democracy and constitutional order in our hemisphere. Що хочу сказати, нам не треба розуміти Донбас, нам треба розуміти взагалі український національний інтерес. А Донбас треба просто використати як ресурс, який треба, відповідно, з приводу розуміння Донбасу. Мені здається, що, в мене немає зрозуміння жодного рецепту, що тут можна зробити швидко, але найголовніше, що треба зробити в даний момент, як це там жорстоко не прозвучить, є певна категорія людей, яких треба просто вбити. Yes, we came, we saw, he died. When you pose it like that. When you pose it like that. What's your response? I wonder if you want to respond to the former mayor. Would have. You are not bringing anything else but death, fear, chaos, instability with your big declarations and with your big assemblies and also with your big powers. Do I really laugh like that? Oh, yeah, well. This weekend, Hillary Clinton appeared on the issue of Attack! Russia. Je signale que le livre, d'abord, c'est un livre surtout sur la politique étrangère des États-Unis, dont Hillary Clinton est la personnification. Et on ne parle pas de tous les scandales personnels ou autres qu'elle traîne les casseroles, non, c'est sur la politique internationale qu'elle représente de façon particulièrement agressive. Alors, il y a deux observations que je veux faire avant de laisser la parole aux autres. Tout d'abord, je vais mentionner le caractère particulièrement asymétrique de cette élection. Normalement, on a deux candidats républicains dans ce système biparti qui représentent à peu près la même politique étrangère. Ça s'appelle la politique bipartisane et ça revient au même en fait, avec des accents un peu différents. Cette fois-ci, on a une candidate qui représente l'establishment, le système, la politique étrangère et cette politique étrangère la plus agressive imaginable. C'est vraiment la politique des néoconservateurs qui est représentée par Hillary Clinton, qui a fait tout pour le représenter. Elle a été vraiment le bon élève du néoconservatif pour être leur candidat. Et elle est fortement soutenue par tout ce monde. Maintenant, les républicains les plus réactionnaires la soutiennent aussi, parce qu'en effet, elle est la candidate du système de guerre, quoi. Et tandis que Trump, c'est un outsider. C'est une surprise, c'est quelqu'un il vient de nulle part, de la télévision un peu, parce qu'il était une personnalité de télévision, mais il n'appartient pas au système, et donc ça fait scandale, et il est traité comme un scandale, et les médias évidemment font tout
pour montrer qu'il est fou, qu'il est dangereux, etc. C'est peut-être un peu vrai, mais pas aussi vrai qu'il le dit. C'est tout ce que je peux dire. Mais de toute manière, cette campagne contre celui qui n'appartient pas au sérail a pris une tournure particulièrement dangereuse. C'est-à-dire que pour discréditer Trump, on le présente de plus en plus comme le candidat de Poutine. Et on procède à une double stigmatisation. On stigmatise Trump pour stigmatiser Poutine et on stigmatise Poutine pour stigmatiser Trump. Et tout ça, c'est un développement particulièrement dangereux parce qu'on fait une campagne électorale contre la Russie. Et ça, ce qui risque de se passer, c'est que si Hillary Clinton est élue, ça vaudrait un mandat pour faire la guerre contre la Russie. C'est un développement absolument inouï et particulièrement dangereux. Alors, ça c'est la première chose que je voulais signaler. L'autre, qui est traité un peu dans mon livre, c'est l'ingérence des États-Unis dans les affaires intérieures de tout le monde, qui était un projet de Hillary Clinton. Je mentionne ça dans le livre, qu'elle a particulièrement renforcé ce qu'elle appelle le soutien à la société civile dans les autres pays, dans tous les autres pays. Et la société civile, c'est pas le gouvernement, c'est pas le système politique, c'est tout ce qui est un peu en opposition. Et une partie de ça, c'était la création d'un secrétaire d'État particulier pour une femme qui était, je reviens, mais c'est-à-dire un bureau pour les relations avec les musulmans dans les autres pays, avec les relations avec les minorités musulmanes. Alors, c'est très curieux que les États-Unis ont un bureau particulièrement pour cultiver les relations avec les minorités musulmanes dans les autres pays, y compris évidemment la France. Et quelques mois après la création de ce bureau, il y a une lettre confidentielle qui a été révélée par Wikileaks, qui vient de l'ambassade américaine pour décrire cette politique en France. Et c'est très clairement dit, mais c'était confidentiel, c'est pas clairement dit aux Français, mais c'était clairement dit au personnel que le but c'est un peu de corriger la France. Que la France, oui, ça a des traditions, mais il y a des défauts. Et parmi les défauts, il y a cette politique d'assimilation qui n'est plus mise. Ils sont anticommunautaires. Ce sont les marottes françaises qui sont ridicules, que les Américains veulent corriger pour que la France soit comme tous les pays devraient être dans le monde globalisé à l'américaine, c'est-à-dire un groupement d'identité. En effet, comme ça, la vision là, c'est que tous les pays doivent être comme les États-Unis, un groupement d'identité. Comme ça, les États-nations vont disparaître. Et en effet, tout sera décidé par le finance international, renforcé un peu par le militaire américain dans le cas nécessaire. Et ça, c'est une vision. Et les États-Unis et Soros financent, par exemple, certains groupes musulmans pour les encourager de rejeter l'assimilation. Et je ne veux pas blâmer les musulmans, c'est la dernière chose que je veux faire. Je dis que les États-Unis et
et les partenaires milliardaires comme Soros sont actifs à encourager le communautarisme en France. Et évidemment, ils pensent bien faire, parce qu'ils pensent toujours bien faire tout ce qu'ils font. Les bombardements, les bombes, c'est toujours pour faire le bien. Et ça, évidemment, pour faire le bien de la France. Mais ça va contre les coutumes d'assimilation française, et je pense que ça cause une énorme confusion parmi les dirigeants politiques actuels, qui, d'une part, sont tirés par les traditions anticommunautaristes, et d'autre côté, ils doivent obéir à l'Empire. Et on voit un exemple de cette confusion avec Madame El Khomri, ministre du Travail. Ça correspond à ce que veulent les États-Unis. Les États-Unis veulent les représentants visibles des minorités, et surtout des minorités musulmanes. Mais cette dame n'a aucun pouvoir. On a vu ça. Elle est devenue une étiquette pittoresque pour une loi qu'elle n'a pas écrite, dont elle ne savait rien, qu'elle a dû assumer. Et c'est ça, la vie politique sous l'influence américaine. Merci. Ce que tu as dit sur la diabolisation de Poutine me fait penser à une histoire que tu m'as racontée, que dans une vie antérieure, tu connaissais le représentant de la société de presse en Allemagne. Il y avait une élection qui opposait évidemment le SPD et la CDU, donc la droite et la gauche, qui avait été gagnée par la CDU, et la société de presse avait résumé son billet en disant « Moscou a perdu les élections ». Pourquoi? Parce que la CDU était plus agressive, anticommuniste que le SPD. Et alors le journaliste en question a répondu « Moscou n'était pas candidat aux élections allemandes ». Et on se trouve dans la situation où on estime, si vous voulez, que si Trump gagne, c'est Poutine qui gagne, mais Poutine n'est pas candidat. Alors, ce que je voulais aborder, en fait, c'est la question du moindre mal. Parce que, bon, ceux qui me connaissent savent que je suis assez proche, enfin, ou assez influencé, on va dire, par Chomsky. Et Chomsky a fait un article avec John Hall récemment sur le vote pour le moindre mal dans les États tampons, qui dit essentiellement ceci. Il dit, bon, n'ayez pas d'état d'âme, votez pour le moindre mal n'a pas, vous votez, ça n'a pas d'importance, les luttes sont en dehors des élections, on est d'accord avec ça, mais si vous êtes dans un État tampon, alors votez pour Clinton plutôt que pour Trump, pour éviter que Trump ne soit élu. Alors pour ceux qui ne connaissent pas tellement la situation aux États-Unis, les États tampons, c'est les États, si vous voulez, où l'élection peut se décider. Si vous êtes au Massachusetts, dit Chomsky, vous pouvez voter pour qui vous voulez, ça n'a pas d'importance, parce que de toute façon les démocrates vont gagner, et s'ils perdaient au Massachusetts, de toute façon tout est perdu, idem pour les républicains, si vous êtes au Texas, votez pour qui vous voulez, parce que les républicains vont gagner, et s'ils perdent là, ils perdent partout. Bon. Donc, ils disent, voilà, mais en Ohio, en Floride, dans quelques autres États, je ne les connais pas tous, là ça peut se jouer à quelques voix, donc votez pour le moindre mal. Mais la question que je voudrais poser, c'est, je suis assez d'accord avec la logique abstraite, c'est très abstrait, mais je reviendrai à la question du moindre mal plus tard, mais pour moi la question c'est effectivement, qui est le moindre mal? Est-ce que c'est Clinton ou Trump? Moi je ne trouve pas que la réponse est simple. Et par exemple Bill Bloom qui a écrit un des meilleurs livres sur l'action de la CIA dans le monde, qui est Les guerres scélérates, je ne sais pas si enfin il y a déjà quelques années qu'il a été édité, mais il a écrit plusieurs livres, l'État voyou, etc. Et lui, il dit, moi, ce qui me préoccupe, c'est la politique étrangère, et je voterai pour Trump. Il est aussi à gauche que Chomsky, c'est pas ça la question, mais il dit, c'est ça la priorité, et je voterai pour Trump. Et on a un ami qui nous envoie 10 mails par jour en faveur de Trump, il est aussi à gauche que Chomsky, mais il est fanatiquement pour Trump à cause de la politique étrangère. Et si on ne prend que cette variable-là, je comprends que les Américains se posent d'autres questions. Il y a la question des travailleurs américains, de la santé, la question des immigrés illégaux, etc. Il y a la question des nominations à la Cour suprême, etc. Ok, mais moi je ne suis pas américain, et de toute façon je ne vais pas leur dire ce qu'ils doivent faire, parce que ça ne sert à rien. Alors ils ne m'entendent pas, s'ils m'entendaient ils s'en foutraient complètement, donc ça n'a aucune espèce d'importance. On est entre nous, et la question effectivement que les Français doivent se poser, enfin ou les Belges, parce que je suis belge, c'est effectivement... Quel est le moindre mal pour nous? Oui, et surtout comment va-t-on réagir le lendemain des élections, parce que, comme je dis, on élit, je dis Clinton, c'est peut-être la prochaine présidente de la France, c'est pas Marine Le Pen, c'est-à-dire Clinton, qui est au pouvoir aux États-Unis, étant donné les différences apparentes, en tout cas en matière de politique étrangère,
est peut-être plus important encore que toute élection possible en France. Alors, moi je pense qu'effectivement on doit se préparer au résultat et surtout se préparer à l'élection de Clinton. Alors, qu'est-ce qui... Bon, je ne veux pas défendre Trump, parce que je sais que Trump dit une chose et son contraire. Il a dit qu'il voulait être neutre dans le conflit israélo-palestinien, il a aussi dit qu'il voulait déplacer l'ambassade à Jérusalem, ce qu'ils disent tous et puis ils ne le font pas, mais enfin, il a dit une chose et son contraire. Et donc, il dit qu'il veut utiliser l'arme atomique. Bon. Alors, c'est pas facile de défendre Trump, parce que c'est vrai qu'il a un côté démagogique, mais, il a gagné l'investiture chez les Républicains. Et chez les Républicains, il a vaincu les néoconservateurs, qui étaient la branche dominante du parti. Il faut se rendre compte que les tas de néoconservateurs, les architectes de guerre en Irak, émigrent, si on peut dire, du parti républicain vers les démocrates pour soutenir Clinton. Alors ça, je trouve ça très significatif. D'accord ? Moi, j'ai tendance à dire, ça va vous choquer tellement c'est simpliste, mais que si je veux choisir une position politique, je regarde ce que dit BHL. S'il dit blanc, je dis noir. S'il dit noir, je dis blanc. Je sais que c'est simpliste, mais il a plus d'informations que moi ou que vous. Il est en contact avec des services israéliens, etc. Il a plus d'informations. Et les néoconservateurs ont beaucoup plus d'informations que vous et moi. Et le fait qu'ils émigrent en masse, et vraiment, c'est des positions de décideurs républicains, les uns après les autres, qui disent Trump n'est pas capable d'être le leader du monde libre, c'est ça ce qu'ils appellent le leader du monde libre, il faut que ce soit Hillary Clinton. Donc il y a quelque chose de très significatif qui ne s'est pas passé avec Reagan, qui ne s'est pas passé avec Bush, je veux dire, Trump c'est vraiment un phénomène, quoi. Un phénomène dans tous les sens. D'accord ? Je ne veux pas le défendre, et ça peut être pire, parce qu'il est imprévisible. Mais néanmoins, dans ce qu'il dit, le fait qu'il ait vaincu les néoconservateurs, que par exemple Sanders, qui est évidemment a priori celui que j'aurais préféré, mais qui est out maintenant et qui fait campagne en plus pour Clinton, ce qui à mon avis va le tuer, on reviendra à ça après, mais Sanders n'a jamais par exemple attaqué l'autre branche du parti de la guerre, comme l'explique Diana dans son livre. Il y a deux branches, il y a les néoconservateurs et il y a ce que j'appelle les impérialistes humanitaires ou les libéraux interventionnistes. Ça c'est dans l'aile démocrate. Et ces gens-là, évidemment, dont Clinton est l'incarnation, Sanders ne les a jamais attaqués. Il a attaqué la guerre en Irak, il n'a pas parlé de la guerre en Libye, il n'a pas parlé pas beaucoup parlé d'Israël ou de Gaza, etc. Et tout ça, il avait soutenu. Donc, Sanders, sur le plan militaire, c'est pas terrible. Et les libertariens ont tout le temps dit pendant sa campagne, si vous voulez financer tous vos programmes sociaux, coupez dans le budget militaire. Il l'a jamais dit. À ma connaissance, j'ai pas tout suivi, mais je ne l'ai jamais vu dire, il fallait couper dans le budget militaire. C'est la façon la plus simple de financer l'éducation gratuite, les soins de santé, etc., sans lever de nouvelles taxes. Et donc, pour moi, disons, par exemple, sur ces questions-là, Trump a dit des choses, il est contre l'OTAN, il veut la collaboration avec les Russes, qui est la question fondamentale. L'hystérie anti-russe aujourd'hui est absolument délirante. Je veux dire, c'est pour moi la question politique la plus importante aujourd'hui en politique étrangère, c'est cette diabolisation constante de la Russie, de Poutine, etc. Il veut évidemment s'allier avec les Russes contre les djihadistes en Syrie, ce qui est la chose la plus raisonnable. C'est eux qui nous attaquent, c'est pas ça. Ça, ils n'ont jamais rien fait. Hein. Et il faut être honnête, il faut de temps en temps reconnaître que pendant la guerre, on a eu le choix entre Hitler et Staline, et on a choisi Staline, ou de l'autre côté, ils ont choisi les démocraties contre Hitler, enfin du côté soviétique. Et donc, je veux dire, il y a un moment donné où il faut se rendre compte que Assad n'est pas notre ennemi, quoi. On peut ne pas l'aimer, on peut en discuter, mais bon. Et donc, je pense que sur ces questions fondamentales, Trump a des positions qu'il a énoncées qui sont infiniment meilleures que Clinton. Clinton représente ce qu'il y a de pire dans alors, je vais venir à ça, dans le nationalisme agressif. C'est-à-dire, elle dit ouvertement, elle l'a dit dans son, je vous conseille d'écouter ça, dans son discours, si vous connaissez l'anglais, à l'American Legion, où elle a dit, nous sommes une nation exceptionnelle, nous devons guider le reste du monde, etc. Et nous devons évidemment de temps en temps utiliser la force pour ce faire. Et donc, on a un discours qui, moi, est raciste. On dit que Trump est raciste, mais quelqu'un qui affirme que cette nation, qui représente 300 millions d'habitants sur 6 milliards, est la nation exceptionnelle qui a guidé le monde entier. Je sais pas ce que vous... Oui, elle a parlé de l'exception américaine, mais tout largement, et du leadership. Et du leadership. Au sens pratiquement... Alors, évidemment, c'est pas raciste au sens racial du terme. Du leader au sens du fourreur, hein. Mais moi, je suis pas... Oui, ça, son message, mais moi, je suis pas américain, je me sens vexé, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que je fais, moi? Je veux dire, ils doivent diriger, on ne peut pas voter, ils doivent diriger, ils disent qu'ils doivent diriger, ils disent qu'ils sont supérieurs. Je veux dire, pourquoi est-ce que c'est différent du racisme? Je ne sais pas. Donc, je ne vois pas pourquoi on doit choquer pour les propos
propos de Trump sur les immigrés, etc., qui sont peut-être choquants, mais pourquoi est-ce que ça c'est la fin du monde et Clinton ne choque personne? Parce qu'en plus, le pire problème chez Clinton, c'est que Clinton est détesté aux États-Unis par une grande fraction de l'opinion, et si Trump l'emporte, c'est malgré toutes les conneries qu'il a fait à cause du fait que Clinton est plus détesté encore que lui. Mais en Europe, c'est ça le drame, c'est qu'en Europe, toute la mentalité progressiste de gauche, féministe, antiraciste, etc., va faire des bonds en l'air si Clinton est élu. Ça va être la victoire de la démocratie, etc., comme ils avaient fait avec Obama, mais Clinton est bien pire qu'Obama. Et donc, je veux peut-être terminer sur la distinction entre nationalisme agressif et défensif. On nous parle tout le temps de la renaissance d'extrême droite, du nationalisme en Europe. Et c'est partout. Vous avez l'Alternative für Deutschland, vous avez le Front National en France, vous avez ça partout. D'accord ? Et donc, c'est pas un phénomène, c'est pas juste les méchants polonais, hongrois, etc., c'est dans toute l'Europe. Mais je ne veux pas défendre ce nationalisme. Je trouve que la gauche aurait dû prendre certains des thèmes de ce soi-disant nationalisme, qu'elle n'a jamais pris. Mais le fait est que ces gens, y compris Trump dans une certaine mesure, sont un nationalisme défensif. Ils disent on veut fermer les frontières, on veut plus d'immigration, on veut être autonome, on veut sortir de l'Europe, etc., etc. On veut être nous-mêmes et décider de notre propre sort. Le nationalisme de Clinton est agressif. C'est très très différent. Moi, il n'y a rien à faire. Le nationalisme suisse, il ne me dérange pas parce que les Suisses, ils changent des jeux, ils n'en sortent pas, etc. Et c'est très très différent. Je ne suis pas d'accord pour mettre les deux dans le même sac, ou les mettre les deux sur le même pied, comme on a tendance à dire, ou pire encore, à faire l'impasse sur le discours clintonien en disant voilà, c'est les droits de l'homme, c'est la promotion de la démocratie, etc. Et montrer du droit alors Trump, Marine Le Pen, enfin tous les nationalistes défensifs. Et ça, je trouve ça une erreur très grave. Je pense que c'est une des nombreuses erreurs. Bon, je vais m'arrêter là, je reviendrai quand j'aurai écrit un livre sur le sujet, mais qui fait que la gauche, à mon avis, s'est complètement suicidée. Elle est dans une impasse totale. Et le moindre mal, c'est évidemment un des aspects. Je pense que la révolution de Sanders va s'arrêter après l'élection de Clinton. Et Clinton va faire avec Sanders ce qu'Hollande a fait avec Mélenchon, c'est-à-dire l'envoyer promener, prendre les voix et puis l'envoyer promener avec le plus profond mépris. Moi, je pense qu'elle va faire aucune concession. Elle n'a aucune raison de faire de concession. C'est aussi la logique du moindre mal. À partir du moment où vous dites, au deuxième tour, je vais voter pour les socialistes, on va dire, pour le moindre mal, ou disons, en élection générale, après les primaires, je vais voter de toute façon pour Clinton. Alors évidemment, vous n'avez aucune impression, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Si vous ne dites pas, écoutez, non, vous faites des concessions, ou bien on ne vote pas pour vous. Si vous, à aucun moment, vous dites, de toute façon, c'est le moindre mal, on va voter pour vous, le moindre mal, il dit, je m'en fous, moi je prends vos voix et puis c'est tout. Et c'est exactement, c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec la logique de Chomsky-Hall, outre que je ne suis même pas d'accord sur le choix du moindre mal, mais dans cette logique, si vous voulez, on est toujours la cinquième roue du carrosse, et la gauche est totalement incapable de faire quoi que ce soit. Elle s'est emberlificotée dans ce que j'appelle l'impérialisme humanitaire, c'est-à-dire qu'elle est d'abord d'un fidéisme par rapport à la presse. Si vous êtes critique de la presse, bon, il y a un animateur d'un site web qui se reconnaîtrait et qui est très critique de la propagande de guerre dans les médias, mais il est considéré comme d'extrême droite par certains, il est diabolisé comme tel. Et donc, on est sans arrêt, moi je le suis, Michel Collomb, enfin plein de gens sont diabolisés comme étant d'extrême droite parce qu'on critique les médias. Alors, c'est la monde à l'envers, je sais pas, les gens assez âgés dans ces salles doivent l'expression la presse bourgeoise. Les communistes parlaient de la presse bourgeoise. Et la presse bourgeoise, c'est évidemment parce qu'ils étaient critiques de la presse mainstream. Maintenant, il n'y a plus, ça n'existe plus, vous êtes d'extrême droite si vous faites ça. Et c'est la même chose avec le droit d'ingérence, avec tout ça, évidemment avec la construction européenne, etc., etc. Et donc, je vais m'arrêter là en disant, après l'élection, qu'est-ce qui se passe? Si Trump gagne, je regarde la réaction de BHL, de Cohn-Bendit, je rigole un petit moment, et puis j'attends pour voir, et ce sera peut-être la fin du monde, ça j'en sais rien, parce qu'il est imprévisible. Et si Clinton gagne, alors là, il faut se préparer à résister, mais je ne sais pas comment faire. Voilà. D'accord, donc moi je vais répéter quelques points que vous avez déjà soulevés, c'est-à-dire, et approfondir peut-être, c'est-à-dire les changements qu'on peut, auxquels on peut s'attendre entre le régime d'Obama et ensuite ce qu'on aura avec Clinton, parce qu'on a l'idée que Clinton n'est que la suite d'Obama, et ce n'est pas du tout vrai. Il faut absolument écarter cette idée de vos esprits parce que, comme vous avez déjà dit, Clinton serait beaucoup pire que Obama, et elle n'est pas la continuation naturelle de ce qu'on a eu avec Obama qui était déjà assez grave, avec les nouvelles technologies de drones, etc., et les nouvelles sortes de guerres que Obama a déjà instaurées. Ouais.
Clinton va prendre tout ça, les pires parties de ça, et aussi pousser une nouvelle chose, c'est-à-dire dans l'idéologie, dans la philosophie de la politique étrangère américaine. Et ça, vous allez pouvoir vraiment lire très clairement ce que c'est cette philosophie dans le livre de Diana Johnstone, parce que c'est très très bien décrit de ce que représente Hillary Clinton en tant que nouvelle stratège et nouvelle représentante d'une philosophie de guerre, parce qu'il s'agit d'une philosophie de guerre, et qui n'est pas entièrement nouveau, mais qui n'a pas encore eu une présidence entièrement dédiée à ça, sauf peut-être Bill Clinton déjà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est sur... Obama, il est ce qu'on peut appeler un réaliste, dans le sens de Brzezinski. C'est-à-dire, il a fait certaines choses pendant son mandat qui relèvent un petit peu plus de la coopération et un petit peu plus de l'hésitation à s'engager dans des guerres. Ça, c'est vraiment à prendre avec un grand grain de sel, si on peut dire, parce qu'en fait, c'était sous Obama que la guerre en Libye a eu lieu, qu'il y avait des bombardements. Avec Clinton aux commandes. Exactement. Donc, Hillary aux commandes. C'est-à-dire, je pense que c'est surtout Hillary et aussi Sarkozy, vous savez, qui ont poussé ça. Mais Obama, ce n'est pas pour le rendre innocent de tout ce qu'il a fait, parce que vraiment, il n'a pas fait que de bonnes choses, mais il ne s'est pas engagé dans la guerre en Syrie, un moment très critique de l'histoire, quand c'était le moment où c'était possible que les Américains allaient, après l'attaque de gaz sarin dans la banlieue de Damas, il y avait un moment où les Américains, avec les Français, auraient pu commencer à aller au bombardement. D'ailleurs, Hollande s'y voyait déjà. Hein. Et Hollande et aussi les Français étaient va-t-en-guer, ils étaient vraiment prêts à aller. Et très déçus que Obama avait changé d'avis avant. Et ça, c'est un point de vue qu'on peut appeler réaliste. Il voit la réalité de la chose, il a eu l'information, l'intelligence que ce n'était pas forcément vraiment des attaques de gaz sarin qui ont été faites par Bachar al-Assad, mais c'était probablement les rebelles, et ça s'est sorti par Seymour Hersh un an après. Ça a été confirmé après. C'était bel et bien les terroristes modérés. Oui. Et on dit aujourd'hui que c'était les Français qui... Les rebelles modérés. C'est Hillary quand même, Obama. En tout cas, ce qui s'est passé, ça c'était une réticence qu'on peut vraiment louer aujourd'hui, et que malheureusement je pense qu'il va nous manquer beaucoup si Hillary Clinton devient présidente, parce qu'elle n'aura pas cette réticence. Elle était vraiment très déçue que les Américains n'ont pas commencé la guerre contre la Syrie et ensuite contre la Russie à cette époque. Un autre exemple de ce que Obama a fait, que Hillary n'était pas du tout d'accord, c'est la grande accord avec l'Iran pour plus ou moins régulariser, pour commencer l'ouverture envers l'Iran. Ça, c'était quelque chose qu'Obama avait voulu faire depuis le tout début de sa candidature pour la nomination, candidature à la candidature pour les démocrates, c'est-à-dire avant d'être le candidat des démocrates, quand il était en concurrence avec Clinton en 2008. Lui, il avait déjà parlé d'un grand accord, un grand bargain avec l'Iran, sous son influence de Brzezinski, qui est plus réaliste, dans le sens de réaliste et démocrate. C'est-à-dire, les Américains et les capitalistes américains vont avoir plus d'intérêt à avoir des relations plus normalisées, plus ouvertes avec l'Iran. Tandis que Clinton, elle, a représenté déjà le point de vue néoconservateur et a refusé cette idée. Et quand elle est devenue, parce qu'elle a fait beaucoup d'exigences, quand elle n'a pas eu la nomination, la candidature, mais quand même elle a fait des exigences, elle est devenue secrétaire d'État des Affaires étrangères. Et avec ça, il y avait sûrement derrière les scènes, il y avait quelque chose pour un peu mettre cette idée de côté, parce que ce n'était pas dans son point de vue et les points de vue qu'elle représentait. Et ça, d'ailleurs, entre parenthèses, si elle avait fait tellement d'exigences quand elle a perdu la nomination
la candidature à la candidature démocrate, mais et la différence n'était pas beaucoup différente que celle entre Clinton et Sanders aujourd'hui. Sanders n'a pas pu faire la moindre exigence, la moindre concession. Très très peu de concessions qui vont être oubliées par la suite, ça c'est sûr, quand il a donné son soutien à Clinton. Tandis que quand Clinton a donné son soutien à Obama, elle a exigé, elle a obtenu beaucoup de concessions. Donc ça, ce sont des différences très importantes à prendre en compte et à se souvenir entre Obama et Clinton, que Obama pour schématiser Obama, on peut dire qu'il représente un certain courant réaliste des démocrates, tandis que Clinton elle fait un amalgame tout nouveau entre les néoconservateurs et cette idéologie dont vous avez parlé de impérialisme humanitaire. Et ça, c'est la chose, le mélange qui fait une explosion qui est absolument dangereux, dont Diana parle très bien dans son livre, qu'il faut comprendre que les buts, les objectifs des néoconservateurs ne sont pas du tout écartés, au contraire, ils sont toujours là, mais avec une nouveauté, c'est le discours de l'impérialisme humanitaire, c'est-à-dire, il ne dit pas impérialisme, mais l'humanitaire, c'est-à-dire il faut sauver les pauvres innocents populations de leurs dictateurs qui veulent les bombarder, qui veulent les tuer en Libye, en Syrie, et ça a commencé en Yougoslavie, Ukraine, en Russie, et en Russie. Et du coup, ça c'est quelque chose qui donne c'est la raison d'être pour les changements de régime, pour les révolutions colorées, c'est quelque chose qu'il faudrait. Je vous recommande un article dont Diana parle dans son livre, qui a été écrit en 2003 par Suzanne Nossel, N-O-S-S-E-L, qui s'appelle Smart Power, dans la revue Foreign Affairs, qui est très important parce que c'est un article qui montre très clairement les raisons d'être, l'idéologie, les conceptions, la philosophie derrière ce point de vue, dans une grande revue de politique étrangère américaine. Ça vaut vraiment le coup de le lire, ça date de 2003 déjà, et pour comprendre comment ils conçoivent ce qu'ils font. Le sous-titre de cet article est quelque chose comme pour refaire la politique étrangère libérale, dans le sens américain du terme, c'est-à-dire des démocrates, mais des gens de soi-disant gauche. Et c'est au moment où Bush était toujours président, mais c'était clair qu'il perdait la guerre en Irak. C'était pas clair ce qu'il allait pouvoir faire en Irak, et c'était une façon de se distinguer de cette façon un peu cowboy de va-t-en-guerre des républicains et des néoconservateurs républicains, qui était clairement quelque chose qui n'allait pas pouvoir pouvoir durer. Mais pour faire quelque chose de plus intelligent, smart power. Donc, je vous recommande cet article pour comprendre un peu mieux ce qui est derrière, au niveau idéologique, derrière tout ça. Donc, juste une dernière petite chose pour parler encore du moindre mal, peut-être entre Trump et Clinton. J'ai un ami aux États-Unis qui dit que, je vais le dire en anglais d'abord, Trump, parce que Trump, on le sait, il a dit des choses racistes, dans le sens où il a dit beaucoup de choses contre les hispanophones aux États-Unis, aussi contre les musulmans, etc. Donc, Trump would be worse for poor brown people in the United States, but Clinton would be worse for poor brown people around the world. Okay, donc, Trump est pire pour les gens pauvres et des minorités racialisées, on peut dire, aux États-Unis, mais Clinton serait beaucoup pire pour les mêmes catégories partout dans le monde. Donc on peut se demander qui est raciste, quel est le meilleur pour le monde, et alors je vais vous laisser avec cette idée. Voilà. Merci. Merci Michel. Donc, dernière intervention informative, Jean-Pierre Garnier. Bon, moi je ne suis pas un spécialiste, comme vous le savez, de la politique étrangère états-unienne, ni même de la géopolitique en général. En revanche, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que dans les semaines qui viennent, et les 2 mois et demi ou 3 mois qui viennent, il va y avoir des informations, un déluge d'informations qui vont arriver concernant les élections aux États-Unis, de la part des médias français,
Et vu ce qui déjà a été écrit ou dit depuis un an à peu près, ça va être une avalanche de critiques contre Donald Trump et de louanges. Et Poutine. Non mais j'y arrivais. Oui, oui, de louanges à l'égard de Hillary Clinton. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est que le clivage droite-gauche dans cette affaire n'est pas très opérant. C'est-à-dire, moi je m'amuse à analyser ce qui s'écrit dans la presse dite de droite. On pourrait dire que toute la presse, ça a été un peu dit tout à l'heure, c'est un peu bonnet blanc, blanc bonnet, c'est une presse bourgeoise, dominante, des médias, bon, qui ne se différencient pas beaucoup les uns des autres. Mais, moi je m'intéresse à ce qui est censé être une presse un peu à gauche. Elle est citoyenniste, elle n'est pas du tout communiste, elle n'est pas du tout anti-impérialiste, mais elle n'est pas non plus complètement à droite. Je cite des noms, la revue Politis par exemple, Télérama, Le Monde diplomatique, j'en cite 3, hein, il y en a d'autres. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Le Monde, il est complètement à droite. Oui, Le Monde, c'est pour ça que je ne cite pas Le Monde. Le Monde, il suffit de voir qui le possède. Mais même avant. Ces journaux-là, quand ils commencent à parler des élections aux États-Unis, la cible numéro 1, c'est évidemment Trump. Évidemment Trump, pourquoi? Alors, c'est beaucoup plus subtil. Je vais prendre un bon exemple. C'est Le Monde diplomatique du mois dernier. Dernière page, il y a un article de Mona Chollet, qui est une membre du comité de rédaction du Monde diplomatique, qui, entre nous soit dit, est plutôt l'aile droite du monde diplomatique. Ce monde diplomatique n'est pas complètement homogène. Cette femme a consacré la dernière page à tirer à boulet, je ne veux pas dire à boulet rouge, à boulet rosâtre, contre Trump. Et l'argument était le suivant. Trump est un macho. Trump est atteint, je peux vous les citer, hein, j'ai les citations là, d'atteint de hyper-virilisme. Trump est un voyou qui se comporte mal avec les femmes. Il y a toute une série de citations dans cet article. Or, il partage ces traits-là avec deux autres personnes, Sarkozy, qui veut montrer qu'il en a, je résume, hein, et bien entendu, M. Poutine. M. Poutine, Sarkozy et Trump ont une caractéristique commune, c'est elle qui parle, c'est pas moi, ce sont des petites frappes. Mon diplôme, il se lâche des fois. Ce sont des petites frappes. Hein, l'article est sorti donc le mois dernier. D'ailleurs, le titre est quand même assez gratiné. Il est déjà à tout un programme. Je ne sais pas si je l'avais gardé là. Ça s'appelle Moumout, flingue et talonnette. Moumout, flingue et talonnette. Et je vous donne l'exemple. Sarkozy disant « Je vais nettoyer au Karcher la Courneuve », vous vous rappelez, bon, après les émeutes. L'autre, comment s'appelle-t-il, Poutine dit il faut aller buter les terroristes jusque dans les chiottes, c'est au moment de la Tchétchénie. Eh bien, Trump a dit, si je descends quelqu'un dans la 5e avenue, je ne perdrai pas une voix avec cela. Tous ces gens-là sont des voyous et des... Alors, il y a l'amalgame. Hein, et c'est le même... Alors, quand elle, néanmoins, à la fin de l'article, elle dit, oui, Hillary se droitise. Récemment, elle se droitise. Elle devient un peu plus à droite. Légère. Mais c'est parce qu'elle veut se mettre sur le même terrain que Trump. Vous voyez l'argument? Elle veut se mettre sur le même terrain que Trump pour récolter les voix de droite aux États-Unis. Comme argument, ça se pose là, c'est l'ignorance crasse de ce qu'était Hillary depuis qu'elle a eu des responsabilités politiques. Alors, il faut voir. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans le même journal, Le Monde Diplo, le même numéro, quelques pages avant, il y en a une pleine page du directeur du Harper's, qui est un journal américain libéral. Libéral au sens américain, états-unien, c'est-à-dire de gauche. Gauche molle, hein, libéral, hein, pas radical. Bon. Et alors lui là-dedans, il dit, attention Hillary, quand même, c'est pas sûr qu'elle soit aussi pacifiste que cela. Tout de même, elle a tout de même soutenu son mari au moment... Enfin, il parle de la Yougoslavie, etc. C'est-à-dire, dans le même journal, vous avez
Mais il ne parle pas de Trump, lui, dans monsieur, je ne sais plus son nom, le directeur du Harper's. Et, comment John McCarthy. Voilà. Alors, vous avez lu les 2 articles, hein, je suppose. Non, je lis lui directement. Ah, directement. Bon. Et alors, pour en venir à l'article qui est typique de Mona Chollet, c'est de dire, attention, cet individu, il est très dangereux parce qu'il ressemble à Poutine, par ses caractéristiques, cette fois-ci on pourrait dire sexuel, machiste, etc. C'est tout le contenu. Je prends un autre exemple, Télérama. Télérama sort un reportage sur la communauté noire en Californie, qui explique que cette communauté noire est de plus en plus importante et qu'en 2026, ils seront majoritaires par rapport aux Blancs, et la communauté latino, par la communauté latina. Et l'article entier est contre, évidemment, Trump, parce que Trump, effectivement, a dit qu'il fallait mettre un terme à l'immigration venant d'Amérique latine. Et que donc le danger numéro 1 pour les États-Unis, c'était la racisation des rapports sociaux, avec à l'avant-garde, si on peut dire, Trump comme étant l'ennemi numéro 1 des Noirs et des Latinos. C'est-à-dire que là, on n'utilise pas l'argument comme quoi Trump serait un macho, mais là, Trump est un hyper raciste. Donc, on en conclut, quand on a lu la fin de ce reportage, il y a des photos en couleur, que si on était américain, enfin états-unien, il faudrait voter pour Hillary Clinton pour protéger les minorités. Dans un cas, il faut voter Hillary pour protéger les femmes, et de l'autre côté, côté Diplo, côté Télérama, il faut protéger les minorités, notamment latines, d'ailleurs, qui vont être majoritaires dans 10 ans, 15 ans, dans certains États américains. Je veux dire, alors, Politis, c'est la même chose encore. Alors, Politis, il compare Trump à Marine Le Pen. C'est-à-dire, il faut voter. Alors, Marine Le Pen, laquelle? Marine Le Pen fait preuve d'indulgence vis-à-vis de Poutine. C'est sans arrêt les trios, hein, Oui. hein, ou le duo plutôt, là, en l'occurrence. Marine Le Pen est accusée, alors là, on dit, maintenant, on ne dit plus fasciste, on dit extrême droite. Là, quand on regarde le vocabulaire, il y en a qui disent fasciste pour le Front National, et d'autres disent extrême droite, ce qui n'est pas exactement la même chose. Hein, c'est d'ailleurs ce que dit Marine Le Pen, je suis l'extrême droite parce que je suis patriote, et elle ne dit pas je ne suis pas fasciste. Les politistes, c'est ça. Alors c'est le même type d'argumentation. Et moi je suis absolument certain que dans les jours et les semaines qui viennent, tout ce qui est à gauche, et moi je ne parle pas de mes amis anards, je suis un peu mêlé au milieu anard, hein, mais il faut voir. Milieu anard, ils sont obsédés par Trump, parce que Trump fait le jeu de Poutine. Oui. C'est-à-dire que mais ces anards-là, beaucoup c'est des anciens Trotskar et compagnie, ils en sont encore à Staline. Hein. La Russie, ça n'a pas tellement changé hein, pour eux. Alors, on peut leur expliquer, c'est des oligarques qui sont au pouvoir, il y a le retour de la religion chrétienne, etc. Bon, non, l'obsession dans le milieu anarchiste, hein, que je connais quand même bien, toutes tendances confondues, Alternative Libertaire, la CNT, la Fédération anarchiste, attention, Trump fait le jeu de Poutine. Ils sont obsédés par Poutine. Alors c'est quand même très curieux que des gens qui se situent à gauche, voire ce qu'on appelait jadis extrême gauche, je n'ai pas regardé ce qu'ils disaient dans l'UMA. Hein. Les radicaux. Je n'ai pas lu l'UMA, je dois l'avouer. C'est l'obsession d'une guerre éventuelle qui serait due à l'agressivité de Poutine. Alors que s'il y a une peur, je dirais qu'on peut avoir objectivement, avoir tous les discours et surtout le passé, hein, et tout ce qu'il y a derrière, ce que Gannard, c'est pas parce qu'elle est là que je le recommande, j'ai lu 2 fois son bouquin, c'est le bouquin le plus informé, le plus riche écrit en français, sur ce qu'est l'impérialisme états-unien. Alors, depuis, effectivement, depuis l'arrivée, si on peut dire, sur la scène politique publique de Hillary Clinton, mais même, il y a le background, tout ça, il y a le complexe militaro-industriel, je vais pas faire le truc habituel. Et moi, c'est ça qui me préoccupe, c'est qu'il est très difficile, actuellement, dans les milieux dits de gauche, depuis les citoyennistes qui votent toujours, le seul, alors, il y en a que quelques problèmes de conscience, parce que Merluchon, c'est le surnom qu'il a au Tréport, Mélenchon, il va mollo dans ses attaques contre Poutine. Mollo, il a mis un bémol. Il a mis un bémol. Alors, bon,
Mais comme Mélenchon, vous le savez très bien, depuis les 40 années qu'il parasite avec ses sinécures diverses, députés européens, sénateurs, etc., il a changé d'avis. Je ne sais pas combien de fois. On ne sait pas s'il était embarqué, puisque c'était évoqué tout à l'heure, dans une alliance future. Ah ben, il était tout à fait d'accord pour l'intervention en Libye, par exemple. Oui. On parlait de ça, il faut De même oublier que- ça. Il a de été même, toujours il- planté, Mélenchon, sur les questions internationales. Il était à fond. Il a toujours dit n'importe quelle Il connerie. était pour le traité européen aussi. Oui, bien il a fait sûr. une autocritique après en disant qu'il s'était trompé. Bon, je crois pas. Mais moi, ce qui me, je ne veux pas dire me chagrine, c'est pas ça. Ça ne m'étonne pas, vu l'état de la gauche en France aujourd'hui, de voir qu'on dirait que l'ennemi numéro un, c'est à l'extérieur, c'est donc ce farfelu de Trump. Mais derrière, ce qui les embête avec Trump, c'est que Trump fait le jeu de Poutine. Ben, c'est surtout Alors ça. moi, j'en suis là, et je dis, comment faire en sorte de faire comprendre à des gens qu'on ne peut pas soupçonner d'être objectivement des fans de la prochaine guerre mondiale ou intervention humanitaire, hein, je ne mets pas en doute la sincérité des lecteurs, je dis bien, même des rédacteurs de Politis, du monde diplomatique, même si le monde diplomatique, sa politique évidemment, son idéologie, c'est anticommuniste, on le sait, c'est le rêve d'un capitalisme amélioré, d'un capitalisme civilisé, d'un capitalisme, comme dit Emmanuel Todd, conseiller avec Lordon de Ruffin, d'un capitalisme apprivoisé. Habitable. Non, apprivoisé. Et habitable. Oui, Ça, non, c'est la dire- version escrologiste. Ouais, ah ben ça c'est les écolos. Bon, voilà, je voudrais, moi je pose la question autour de vous, à tous les gens que vous pouvez fréquenter, qui sont majoritairement, à mon avis, sont plutôt à gauche, je crois, sauf pour des raisons professionnelles. Vous êtes peut-être... Oui, mais attention, ici, c'est un repère de complotistes. Oui, hein, c'est- alors, bon. méfiance. Qu'est-ce que l'on fait? Parce que si jamais, On est fiché par si jamais, c'est la dernière question, il arrivait, je ne le crois pas, que Trump gagnait, je n'ose imaginer l'hystérie des médias français. Il faut savoir qu'en France, c'est le pays actuellement le plus russophobe et poutinophobe de toute l'Europe. Il n'y a pas ça en Allemagne. Même en Belgique, il n'y a pas ça non plus. C'est monstrueux. La France, c'est le pire de tout. Alors ça pose un gros problème. Il faut dire, depuis l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, on a eu sans arrêt une gauche qui est passée à droite, la deuxième droite, j'en viens là-dedans. Et le résultat, c'est que même les nouvelles générations, elles sont entraînées dans ce... Ils ne lisent que ça. Ils ouvrent la radio, ils ouvrent la télé, ils ouvrent le diplôme, ça y est. Trump fait le jeu de Poutine. Voilà. Mais Poutine est méchant, c'est quand même l'archétype du méchant. Poutine est méchant. C'est le méchant. Oui, mais la diabolisation, C'est clair. Diana C'est le l'a modèle du expliqué méchant. dans des livres intérieurs. Il fallait voir en France Milosevic, le Hitler des Balkans. Hein, tu te rappelles? Milosevic, le Hitler des Balkans, tu te rappelles? Il y a toujours un Hitler. Après, ça a été Kadhafi. Non, maintenant c'est Assad. On va voir la vraie anarchie sur Assad. Poutine. Ah non, Poutine c'est le super. Et derrière... Poutine c'est Hitler. Hillary a dit Poutine c'est Hitler. Et elle dit Voilà. Trump. Mais je pose cette question, comment pas se défendre, parce qu'on est sur la défensive, quand on converse avec des gens dits de gauche. Et je répète, faut attendre. Bon, je vois les gros titres du Monde. Alors celui-là, Le Monde, ben évidemment, l'immonde, comme tu l'appelles, est plus immonde que jamais. Si jamais Trump gagne, ça va être un énorme titre. Ce serait rigolo. Voilà, Ah ben moi, il y a vraiment une chose de positive, certaine, dans l'hypothèse improbable de la victoire de Trump, c'est qu'on va se marrer à voir la tronche de la bande de connards qui représente l'oligarchie, Ouais, ben on va rire, les gens mais- françaises et les médias. Là, on va avoir une grande période de On a rigolade. déjà eu ça avec le Brexit. Mais tu vois, ah oui, le Brexit aussi. tu peux résumer ton truc en disant que les anards ou les anarcho-trotskistes, comme tu dis, Les anarchoïstes, je l'appelle. ont la position sur ces questions des néoconservateurs américains, parce que c'est les néoconservateurs américains qui disent Trump c'est Poutine. Mais C'est fou. je vais Il faut passer être que... fou. Non, Il faut ça se va, rendre ça compte va. que Alors, l'esprit critique a disparu en France. à un point, Je vais passer pour une dernière intervention, celle de l'éditeur. Émeric m'a demandé à pouvoir. Mais je voulais répondre très brièvement à ta question et apporter une réponse double. C'est à l'intention notamment des plus jeunes générations, c'est-à-dire on va dire des moins de 60 ans, ou de 50 on va dire. C'est-à-dire ce qui est absolument frappant, je parle sous votre contrôle, en tout cas ceux qui ont un vague souvenir de ça, on est absolument frappé du climat de guerre froide sur le plan idéologique, dans la période la plus débile
du point de vue des Occidentaux, de la guerre froide, macartisme et compagnie. C'est hallucinant de conneries, et il faut se souvenir qu'à cette époque, malgré tout, la presse française, qui était un petit peu plus diversifiée qu'aujourd'hui, n'était pas tombée aussi massivement, elle était tombée massivement, enfin pas aussi massivement dans ce panneau débile. Hein. Il y avait encore notamment une presse communiste. Je citerai un seul exemple, ouais. Le Canard enchaîné, qui a multiplié des caricatures où on voit les télescopant la figure de Poutine et celle de Trump. Regardez. Voilà. Je le lis comme ça, je le feuillette. Hein, Le Canard enchaîné, c'est une soupape de sûreté institutionnelle qui fonctionne très bien pour donner aux gens l'impression qu'ils sont plus malins que les autres, qui votent régulièrement pour les plus salopards, de gauche, bon, peu importe. Mais Le Canard enchaîné aussi, c'est un journal. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle l'idéologie dominante et de manière écrasante. Donc Aymeric, tu voulais faire un commentaire. Oui, donc l'éditeur de l'ouvrage. Déjà commenté cette soirée qui se passe très bien, j'ai l'impression. La raison de ce succès qui est palpable est due au fait qu'on a réuni une sorte de panel de gens de gauche anti-impérialistes. La gauche anti-impérialiste, quelles que soient ses nuances, d'où qu'ils viennent, ça existe. Et effectivement, ça n'apparaît pas pour des raisons médiatiques qui sont liées au fait qu'il y a une oligarchie dans les médias, une oligarchie de pouvoir, c'est quelque chose d'absolument évident. Donc de ce point de vue-là, c'est pas la peine d'essayer de choisir entre le moins pire, c'est comme vous l'avez très bien dit, hein, c'est toujours deux formes de racisme. Le racisme, ça n'existe pas comme idéologie, c'est simplement le décalque d'une volonté de domination des uns contre les autres. C'est une manière d'entériner une forme de domination, qu'elle soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec Diana, elle a très bien fait de le rappeler, de dire que comment on appelle ça, je vais faire un anglicisme, le Trump bashing, c'est une manière d'attaquer la Russie. Donc là c'est un risque de troisième guerre mondiale, donc ça doit préoccuper tous les progressistes que nous sommes, tous les pacifistes que nous sommes. Hein. Là je m'adresse vraiment à la gauche au sens le plus large, donc là c'est grave, il n'y a pas besoin de soutenir Trump pour ça. Comme Jean l'a dit, c'est une question, qui n'a aucun sens pour un Français. À moins de faire cette espèce d'analogie que je trouve très foireuse, pardon pour ce terme, avec effectivement l'extrême droite française. Moi je ne la trouve pas du tout dans le nationalisme défensif. Je ne pense pas que Marine Le Pen défende la nation, je pense qu'elle divise la nation dans les Français. Le fait même que notamment elle s'allie au Vlaams-Belang, qui est un parti, même en termes de défense du territoire, qui voudrait brader Dunkerque et Lille. Moi je ne veux pas brader Dunkerque et Lille par le Front National. Parti qui s'est rallié que très récemment finalement à la critique de l'Europe, qui a toujours été pro-européiste. Hein. Je vous signale qu'ils ont même voté l'acte unique. Hein, qui précède Maastricht. Ils ne sont ralliés à l'entrée de Maastricht que très tard. Donc, je veux dire, la gauche anti-impérialiste, ça existe. Effectivement, il y a une gauche pro-impérialiste qui est une gauche qui a été achetée, qui est une gauche social-démocrate, on la connaît depuis longtemps. Je veux dire, si vous lisez, rappelez-vous les années 30, ça allait de Blum et Daladier jusqu'à la cagoule. C'était un immense complot anticommuniste. Enfin, ce qui s'est passé dans les années 30 pour mettre le Parti communiste hors la loi, qui était quand même, à l'époque, la seule force capable l'a montré capable de libérer le pays, de mener la résistance armée de l'intérieur. Hein. Bon, malheureusement, l'état des forces est très faible, mais il faut toujours s'appuyer sur les forces populaires, parce que la nation, c'est le peuple. Je veux dire, donc commençons pas à être dans cette logique du moindre mal. Ça n'est toujours, ces fausses alternatives sont toujours propulsées par le système. Bon, alors, donc ça c'est ma joie de montrer qu'il existe cette gauche anti-impérialiste. Bon, le regret c'est qu'on n'ait pas assez parlé du livre de Diana, parce que comme l'a rappelé Jean-Pierre, c'est pas seulement un livre sur Hillary. Hillary, c'est presque un personnage prétexte, enfin en même temps il y a tellement de choses à dire avec elle, on découvre tout un système d'aliénation, et c'est un des livres les plus complets sur la question. Dieu sait qu'il y en a des anti-impérialistes, mais celui-là est particulièrement bien fait, parce qu'en plus il a d'immenses qualités littéraires, c'est quelque chose qui se lit, et il en est à sa deuxième édition, donc actualisée. Je précise, je sais que j'ai mon travers d'éditeur, je présente aussi quelque chose qui est mieux que Trump comme une alternative. Bon, malheureusement il est décédé, mais son esprit vit toujours, et ça vient de sortir, c'est une biographie d'Hugo Chavez. Je précise, première biographie complète. La précédente, que vous connaissez certainement, qui sortie il y a un an, de grande qualité, portait surtout sur les années de formation. Voilà. Alors, autre chose, oui, effectivement, c'est une honte que Bernie Sanders se soit rallié à Hillary Clinton. Tout ça, c'est preuve que de capitulation devant la question de l'impérialisme, c'est quand même théorisé par Lénine. C'est pas juste le fait d'être méchant ou de sortir de son pays. L'impérialisme, c'est lié au mode de production capitaliste. C'est un développement du capitalisme. Alors, j'ai entendu par un camarade italien
que même le Parti communiste des États-Unis, pourtant extrêmement valeureux, qui a lutté contre le McCarthy, dont les dirigeants étaient tous en prison, hein, notamment Gossol, hein, qui est très, très célèbre, ce parti aujourd'hui occupe un immeuble de 4 étages à Manhattan complètement vide et vote Hillary Clinton. Je pense qu'elle s'en vante pas parce que ça ne sert à rien d'avoir, mais simplement ça permet de noyauter la gauche contre l'État. Bon, il n'y a plus aucun communiste dans ce parti communiste-là. Tous les communistes sont à peu près sortis. Notamment, pensez à quelqu'un qui est déjà vu dans cette librairie. J'ai une pensée pour lui actuellement, Roger Kiran, qui va sans doute revenir bientôt. Et donc, énormément de gens ont fondé d'autres groupements, ou alors se battent à l'intérieur du PC pour en faire quelque chose de communiste. Bon, enfin voilà, elle existe cette gauche-là, et en plus, il y a surtout, s'il n'y a pas les appareils, il y a de toute façon là-bas ce sur quoi elle s'appuie historiquement, c'est quand même la nation, c'était Valmy, c'était le peuple en armes, c'est ça que ça veut dire. La nation, c'est on n'est plus les sujets du roi, on est les sujets d'un pays. Et c'est pour ça que je suis très content qu'au moins, peut-être que cette soirée, à mon avis, est symbolique, problématique, parce qu'effectivement, là, je veux dire, on a différents courants de la gauche, quelles que soient leurs histoires. Mais voilà, l'anti-impérialisme à gauche, ça existe, et il faut le clamer haut et fort. Et j'en suis très heureux. Merci beaucoup. Merci à vous. Je m'appelle Christopher Barry, je suis américain, et je vis en France depuis fort longtemps. Et ma question, puisqu'on est à la recherche d'alternatives au pouvoir dominant, que ce soit dans la presse, dans les affaires militaires et politiques, c'est finalement Trump qui était un mania de l'immobilier. Sur quoi s'appuie, quelles sont les forces sociales sur lesquelles il peut s'appuyer? Parce que montrer et mettre en exemple la défaite des néoconservateurs du Parti républicain ne signifie rien au niveau de l'électorat. Les néoconservateurs n'ont jamais eu une assise électorale. C'était plutôt des acteurs très habiles du deep state, si vous voulez, des opérateurs bureaucratiques, avec des relais dans la presse, les think tanks, etc. Mais par contre, Trump, sur quoi peut-il s'appuyer? Parce que, à mon avis, s'il gagne l'élection, on va le dégommer ou complètement le neutraliser très très vite. Ah, il faudra qu'il ait des gardes du corps très efficaces, hein, ça c'est clair. Ça ne suffira pas. Alors, ça tombe bien, c'est la question que je voulais te poser, donc ça m'évitera d'intervenir. Alors, peut-être juste un petit peu en annexe, parce qu'il y a quand même quelque chose à laquelle on identifie son électorat, c'était le Tea Party, avec leurs bailleurs de fonds comme les Koch brothers, qui maintenant se sont ralliés à Hillary Clinton. Donc, le Tea Party, si c'est ça son électorat, à mon avis, avoir un espoir d'un pays qui deviendrait replié sur lui-même et non impérialiste, pour moi c'est un vœu pieux, complètement pieux. Oui, non mais je dois préciser que j'ai écrit ce livre avant Bernie, avant Trump, et en effet j'ai écrit ce livre dans la perspective de l'élection de Hillary Clinton, que je pensais était déjà décidée il y a 2-3 ans. Et bon, il y a la surprise Bernie et la surprise Trump qui ajoute un peu d'épices à la soupe. Mais honnêtement, toute ma perspective, c'était Hillary elle a choisi, et tout montre cela. Et c'était vraiment censé être un avertissement à qu'est-ce qu'on fait, et surtout pour les Européens. Parce qu'en effet, je ne suis absolument pas sûre non plus parmi les Américains qui sont critiques de Hillary. En effet, on est très nombreux. C'est ici qu'il n'y a personne. C'est en France, c'est en Europe qu'on est comme ça. C'est invraisemblable. Et donc il y a quand même une opposition intellectuelle assez considérable aux États-Unis. Évidemment, absolument hors les circuits de pouvoir, parce que le pouvoir est monopolisé par ce système de 2 partis. Et c'est donc c'est ça vraiment une sorte de dictat de 2 partis, parce que on ne peut pas, un 3e parti ne peut même pas, il faut même pas trouver sur la liste dans les 50 États. Les lois et tout sont faites pour favoriser les 2 partis qui sont financés par les mêmes, qui sont alors évidemment,
quand les gens ordinaires ne sont pas contents, ça s'appelle populisme. Ah, mon Dieu, le peuple, populisme. Mais ils n'ont rien à voir dans la politique, le peuple. Qu'est-ce que c'est que... Et évidemment, les stigmatiser comme populistes, parce que c'est l'élite qui règne, sans partage. Donc, franchement, j'ai écrit ça dans un système extrêmement pessimiste. Il est vrai que Trump, s'il gagne, que je ne crois pas franchement, c'est la loterie. Parce que qu'est-ce qu'il va choisir? Il y a des conseillers qui sont moins que d'autres. Je pense à... Oui, on peut penser à plusieurs. Il y a même le général Flynn qui n'est pas mauvais, qui est critique des guerres. C'est-à-dire, il y a des gens qui pourraient être des bons conseillers, mais le système de pouvoir de ce complexe militaro-industriel est tellement énorme. Quand on pense que le Congrès vit des contrats militaires dans la circonscription. C'est le cas de Sanders lui-même, oui, qui dans sa circonscription participe au niveau industriel à la fabrication de F-35. Absolument. C'est-à-dire que tous les congrès, les membres, presque tous, vivent surtout de complexes militaires industriels et deuxièmement un peu de lobby pro-israélien qui finance les voyages en Israël et après les candidatures. Mais évidemment, le complexe militaire industriel, c'est presque le pays, ça couvre le pays. Alors, c'est tellement énorme que je ne vois pas comment sortir. Donc, en effet, mon livre a été publié dans plusieurs pays européens parce que franchement, la seule petit espoir que je pourrais avoir, c'est que les Européens, devant cette perspective de guerre en Europe, disent non. Parce que les Européens pouvaient dire non. Ils pourraient dire non à l'OTAN, à provoquer la Russie, etc. Et ça affaiblirait c'est la seule chose que je vois qui affaiblirait l'impérialisme américain. C'est dans les mains des Européens. Mais les Européens que je vois sont en sommeil. Enfin, le Parlement anglais a quand même fait capoter la tentative de bombardement de la Syrie et présenter Obama comme un réaliste, je ne crois pas du tout. Moi non plus. C'était une défaite politique pour lui, y compris, il a sorti le doigt mouillé et le Congrès américain a voté contre lui. En effet, je peux faire un commentaire là-dessus parce que je ne suis pas... C'est réaliste dans un certain oui, sens. Mais, non, excusez-moi parce que je ne suis pas tellement d'accord pour dire que Brzezinski et Obama sont réalistes. Seulement, évidemment, si on est... au sens de la réelle politique de Kissinger. Non, attention, non, même pas. Excusez-moi, si on est dans un asile de fous, quelqu'un qui peut vous donner l'heure est encore un génie. Mais c'est Brzezinski. C'est un réaliste dans un délire anti-russe terrible. La spécificité de Brzezinski, c'est qu'il n'est pas zioniste. Il n'aime pas beaucoup Israël. C'est un Polonais catholique avec une sorte de haine ancestrale des Russes, mais probablement des Juifs aussi. Des judéo-bolcheviques. Exactement. Donc Brzezinski est un peu limité par rapport à l'alliance avec Israël, mais il est déjà dans un grand délire. Et Obama, pour moi, franchement, il y a d'autres aux États-Unis. Il y a Walt et Mearsheimer qui sont réalistes, il y a Flynn peut-être. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des gens qui sont réalistes dans le sens qu'ils comprennent la réalité. Obama n'y est pas encore. Je ne veux pas dire qu'il était réaliste dans le sens de ne pas délirer. Sûrement, il délire, c'est sûr. Et Brzezinski aussi, il veut l'impérialisme américain et l'hégémonie américaine. Je t'interromps juste une seconde, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas trop le travail de Brzezinski. Il faut juste préciser, alors on peut le résumer d'une phrase. Le grand échiquier ou d'une manière générale l'orientation de Brzezinski, il y a un ennemi qu'il faut détruire pour les Américains, c'est les Russes. C'est l'empire opposé. Ça se résume à ça. Et comment on va s'y prendre?
Voilà, en gros, Brzezinski, c'est ça. Exactement, mais ce que je veux dire par réaliste, c'est que Hillary Clinton, elle aussi, elle adhère à cette philosophie que les Russes sont l'ennemi à détruire, comme on s'est dit. Mais Brzezinski, par exemple, il y a quelques mois, il a publié un article sur cette question de qu'est-ce qu'on fait maintenant que les Américains ne sont plus la dominance du monde. Et on est en train de perdre la dominance du monde. Oui, c'est son article dernier. Et ça, c'est un point de vue plutôt réaliste. C'est ça que je veux dire par réalisme. Ce n'est pas forcément qu'il ne délire pas. Pour lui, le grand ennemi, c'est toujours la Russie. Mais pour lui, comment est-ce on va dominer la Russie quand les Américains sont en train de diminuer leur propre pouvoir? C'est si on pouvait faire un peu de coopération pour qu'on puisse aménager et gérer l'essor des BRICS. C'est-à-dire, si les Américains peuvent toujours mettre les règles et être maîtres du jeu, comme ça, les Américains peuvent toujours être les dominants. Mais c'est tout en sachant que les Russes sont en train et les Chinois en plus, sont en train de prendre beaucoup plus de puissance que les Américains l'avaient. D'accord. C'est ça que je veux dire par réaliste. C'est pas forcément comme Mearsheimer Wald. C'est pas exactement ça. Ça veut dire que c'est beaucoup plus réaliste dans le sens où on est prêt à changer un peu la stratégie. En fonction Il faut adapter le plan. Ça ne marche pas si bien. Jean Bricmont voulait faire un commentaire aussi là-dessus. Oui, moi, j'ai une éternelle discussion avec Emmerich sur l'analyse marxiste de l'impérialisme. Pour moi, l'impérialisme, enfin, si on parle de l'impérialisme récent, de la guerre de 2003, etc., tous ces trucs-là ont été une catastrophe pour les États-Unis. C'est totalement contraire à leurs intérêts et aux intérêts des capitalistes. Ils n'ont pas récolté une goutte de pétrole. Le pétrole irakien est exploité par des compagnies chinoises qui n'ont pas dépensé un radis pour l'occupation de l'Irak. Le chaos en Libye ne sert à personne. Je veux dire, tous ces trucs-là, bon, moi j'ai mon idée. C'est à quelques-uns quand même. Mais oui, mais alors le problème avec l'analyse marxiste, c'est que ces quelques-uns ne sont pas le capitalisme. L'ensemble de la classe politique, la classe capitaliste américaine souffre, comme le reste de la population, de ces dépenses inutiles. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des marchands, il y a toujours des marchands d'armes qui font des profits, mais l'économie américaine ne se réduit pas à l'armement. Et donc, ça c'est très important. Non. Si tu regardes le pourcentage du PNB, ce n'est pas, il y a beaucoup d'autres choses en fait aux États-Unis que les dépenses militaires, et je pense que justement à la base de Trump, c'est probablement beaucoup de gens, y compris évidemment dans la population, mais aussi dans un certain nombre de capitalistes nationaux qui sont contre cette concurrence effrénée, ces délocalisations, etc., et contre ces dépenses militaires qui ne leur rapportent pas. Je ne dis pas que l'impérialisme n'a pas pu rapporter à certains moments, mais il coûte aussi. Les gens oublient toujours que l'impérialisme coûte. Les colonies ont coûté. Des pays comme l'Allemagne, c'est vrai qu'ils ont pris des colonies, mais ils se sont développés à partir de 1800, à partir de Bismarck, etc., de façon extraordinaire. Ils ont dépassé l'Angleterre et la France, et ils ne l'ont pas fait par exploitation coloniale. C'est les autres qui avaient des empires coloniaux plus grands et qui, en fait, ne se sont pas développés. Donc, la question de relation entre l'économie, le Japon et l'Allemagne après la guerre, c'est pareil. Je veux dire, la question des dépenses militaires, de l'occupation, de l'intervention, etc., et d'un point de vue strictement capitaliste à l'intérieur d'un pays, est très compliqué. Et je pense que les guerres récentes ont été une catastrophe. En plus, elles n'ont pas été des victoires très nettes, c'est le moins qu'on puisse dire, elles ont été des catastrophes. Et beaucoup de gens aux États-Unis s'en rendent compte. Donc si on veut renverser le capitalisme, je vous souhaite bonne chance, mais si vous voulez renverser le capitalisme, vous pouvez dire on n'en finira jamais avec l'impérialisme tant qu'on n'a pas renversé le capitalisme, ok, mais alors on n'en finira jamais avec l'impérialisme. Et je pense qu'au contraire, beaucoup de voix aux États-Unis qui évidemment dans l'immense majorité ne veulent pas renverser le capitalisme, veulent en finir avec cette forme, une certaine forme d'impérialisme. Évidemment, si on appelle l'impérialisme le fait de faire du commerce ou d'essayer d'avoir des avantages commerciaux, etc., alors ça c'est autre chose. Mais si on parle du fait d'envoyer 150 000 soldats comme ils l'ont fait en Irak, ce qu'ils n'ont pas fait ailleurs depuis longtemps, ou de faire des trucs comme ils ont fait dans la guerre du Vietnam, qui a été une catastrophe pour eux aussi, pour leur prestige, pour leur argent, etc., alors d'un point de vue capitaliste, on peut très bien plaider pour une politique beaucoup plus réaliste, dans le sens de tenir compte des rapports de force et de tenir compte aussi de l'intérêt économique du pays.
Et c'est ça où les néoconservateurs, pour moi, on devrait les fusiller comme traîtres, allons-y, quoi. Je veux dire, ce sont des traîtres à la patrie, quoi. Ce sont des gens qui ne défendent pas les intérêts des États-Unis. Ce sont plutôt les Trumpistes qui, d'une certaine façon, le font. Alors, je vais passer la parole à monsieur qui veut poser une question, mais je voudrais revenir sur la question précédente, parce qu'on n'a pas vraiment répondu sur quelles sont les catégories sociales, les forces sociales sur lesquelles peut s'appuyer Trump. Non, il n'y a pas vraiment répondu, parce qu'il y a eu un début de réponse, excuse-moi, ça va être très bref, un début de réponse qui dit c'est en gros celles qui ont l'émergence des Tea Party. Il me semble que c'est un peu réducteur comme réponse. C'est quand même globalement les classes populaires, parce qu'il y a peut-être aussi une chose qu'il faut expliquer aux gens qui ne connaissent pas très bien, je dis ça pour le public, l'histoire récente et les rapports sociaux, notamment les rapports sociaux de production aux États-Unis, c'est qu'il faut imaginer les effets catastrophiques des dernières crises sur les classes populaires américaines. C'est complètement... C'est complètement minimisé. C'est minimisé par la presse française. Les blanches américaines ne votent pas à 100% républicains. Ils se sont retrouvés un petit peu chez Sanders, et Trump a pris une position très très critique sur NAFTA, qui préfigure le TTIP, je crois que c'est ça la Oui, mais... Donc si tu peux répondre sur cette question des forces sociales. Oui, excusez-moi, mais ça exigerait... Une vraie réponse exigerait une étude sociologique. D'accord, on va passer à l'autre question. Je ne suis pas capable de le faire. Mais je signale ceci. Depuis toujours, moi je suis d'origine du Minnesota, et je sais très bien que les intérêts agricoles des pays voulaient depuis des décennies faire le commerce avec le Cuba. Donc je veux dire que oui, en effet, les intérêts capitalistes sont divisés, et pour beaucoup de capitalistes, surtout ceux qui veulent faire pas des grands, mais les moyens qui veulent faire de l'économie nationale, ils sont un peu ruinés parfois par la concurrence, c'est-à-dire tout les TAFTA, les NAFTA, tout cela. Il y a une grande opposition qui n'est pas seulement avec la classe ouvrière. C'est vrai que parmi la classe ouvrière, évidemment, il y a une opposition à l'immigration pour le crainte de perdre les emplois. Mais l'opposition au traité dit de libre échange et concurrence, qui évidemment ne sont pas du tout ça. C'est une façon, en effet, de lutte pour le pouvoir. Et c'est beaucoup d'intérêt aux personnes aux États-Unis même qui souffrent de cela. C'est la même chose qu'on a l'opposition à TTIP en Allemagne, en France, et ce sont aussi les capitalistes qui sont contre. Parce que, en effet, ce degré de globalisation de l'économie peut être franchement catastrophique pour presque tout le monde. Pourquoi? Parce que tout ce système, que c'est merveilleux d'avoir le most favored, non, la nation la plus favorisée. Oui, non, mais d'avoir, non, c'est pas ça. C'est que chacun produit ce qu'il peut produire le mieux. Mais ça, les avantages comparatifs, la thèse de Ricardo. Ouais, c'est ça. Oui, mais c'est catastrophique si c'est global. Parce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'agriculture française. C'est fini. Parce que Argentine et peut-être l'Ukraine, mais l'agriculture française à la trappe. Et beaucoup d'industries. C'est-à-dire que ça, c'est l'idée, c'est que chaque pays ou région fait ce qui fait le mieux et les autres ne le font plus. Mais c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'il faut un peu de variété dans une économie. Il faut que chaque pays fait un peu ce dont il a besoin, et ce qui est le superflu, il peut aller dans le commerce. Mais toute cette... en effet, tout ça, c'est bon pour le capital financier, parce qu'il investit là où il a le profit le plus grand. Il y a une grande divergence de conséquences entre la vraie bourgeoisie au sens marxiste et la petite bourgeoisie, y compris dans une extension la plus large. Tu voulais ajouter quelque chose? Juste ajouter quelque chose pour essayer de répondre à la question.
qui est une très bonne question. Trump participe à une longue tradition américaine d'isolationnisme républicain, dans le sens où c'est des gens qui se disaient America first, dans le sens où on va d'abord mettre nos priorités intérieures à notre budget, notre gouvernance, notre peuple, avant de aller faire des guerres, etc., et dépenser ailleurs. Ça, c'est une tradition qui n'a jamais disparu, mais c'est avant la Première et avant la Deuxième Guerre mondiale, l'entrée en guerre des États-Unis, il y avait une très grande discussion par rapport à ça, et Trump représente un petit peu cette tendance qui existe toujours. Alors, ce n'est pas forcément pacifiste dans le sens où c'est... Doctrine Monroe. Comment? Doctrine Monroe. Non, c'est le contraire. L'autre. C'est le contraire. C'était entre deux guerres, c'est des gens qui ne voulaient pas recommencer une guerre en Europe. Et c'est eux qui ont... C'est les Munichois. Alors. C'est ce que vous appelez les Munichois ici. Voilà. Même avant la Première Guerre mondiale, il y avait une très forte opposition à la guerre, même de la part des nationalistes américains, parce qu'ils disent que c'est une énorme dépense d'argent. C'est surtout un argument sur l'argent et le budget national. C'est pas sur le pacifisme. Et la puissance de l'État. Oui, aussi, exactement. Oui. Parce que il s'était contre l'idée que l'État puisse être aussi grand, de pouvoir aller faire la guerre et avoir une militaire aussi grande. Parce que avec l'essor de l'Empire américain, avec la guerre contre l'Espagne, dans les Philippines et aussi en Cuba, etc., il y avait une forte résistance à ces dépenses. Alors Trump, on peut dire qu'il représente un petit peu cette tendance toujours. Les gens qui se disent que la dette a explosé sous Obama, la dette vraiment est 4 fois pire que ce que ce n'était avec Bush. Et on ne peut pas continuer à faire comme ça, et du coup il va falloir se restreindre le budget, sinon on va faire faillite. Ça c'est des gens, des capitalistes, et souvent les soi-disant petits bourgeois. C'est aussi beaucoup d'ouvriers qui sont contre la mondialisation, qui ont perdu des emplois avec l'ELENA, etc., les autres choses comme ça. Mais c'est aussi très souvent des gens qui sont racistes parce qu'ils voient que les immigrés prennent leur travail pour un salaire plus bas, etc. Du coup, c'est beaucoup de différents gens, mais pour généraliser, j'essaie de répondre comme ça. Merci pour cette conférence. J'ai une question concernant Trump et sa politique au Moyen-Orient. Est-ce que selon vous, parce qu'on a vu qu'il avait participé à la conférence de l'EIPAC comme Hillary, je voudrais savoir selon vous qui est plus influencé par le lobby pro-israélien, c'est Trump ou Hillary? Parce que de ce que j'ai pu comprendre dans le livre, ce serait plutôt Hillary. Mais selon vous, qui est plus proche de l'EIPAC? Bon, on va prendre ensuite 2 autres questions, je crois qu'il y en avait 2, ici. Ma question c'est, en fait, Obama, il n'a pas arrêté pendant ces 2 mandats de dire que plus jamais une guerre comme la guerre d'Afghanistan et la guerre d'Irak, tellement ça a ruiné le budget américain. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que même Hillary, avec toute cette agressivité, en fait, les États-Unis, si elles veulent déclencher une guerre, ça ne sera pas comme l'Irak et l'Afghanistan, ça sera justement avec les mercenaires, les structures, les organisations, Made in USA, CA, comme Voilà. Daesh et autres. Bon, et il y a une 3e question là-bas au fond. On vous écoute. J'aurais bien aimé que vous continuiez sur les questions d'intérêt économique, en fait, parce que monsieur qui a parlé a posé la question, en fait, on n'y voit pas clair sur le plan économique. Moi, je disais juste une chose, en réfléchissant à ça, ce qui m'apparaît, mais c'est peut-être juste par ignorance, c'est que les interventions américaines à l'étranger, en fait, c'est des interventions un peu d'arrière-garde, parce qu'on a l'impression, en fait, ce qu'ils veulent, c'est empêcher que d'autres deviennent des pouvoirs globaux. Et plutôt que, on n'a pas l'impression qu'eux, ils aient une vision économique planétaire. Ils en ont plus, en tout cas. Bon, on va essayer de répondre à ces 3 questions. Qui veut commencer de répondre? Diana. Oui. Alors, en effet, Trump, comme Hillary, a fait des déclarations terribles, surtout sur l'Iran. Mais
il faut suivre l'argent. Et l'argent va vers Hillary. Et même Adelson, qui, là, j'avais dit ça dans le livre, c'est-à-dire qu'il y a Haim Saban qui donne l'argent pour le candidat démocrate, il y a Adelson qui donne l'argent pour le candidat républicain, et avec chacun, Israël va gagner. Mais Adelson ne veut pas donner de l'argent à Trump. Donc il y a une méfiance parmi les amis d'Israël. C'est tout ce qu'on peut dire. C'est que on ne compte pas sur lui tandis que Hillary est vraiment la candidate in the pocket. De la maison. Oui. Alors, évidemment, la guerre maintenant, pour empêcher une opposition populaire aux guerres, il n'y a plus de boots on the ground. On ne veut pas envoyer les soldats. On envoie les mercenaires Ça, c'est la et question, les drones. voilà. Les proxys, comme ils disent. Mais ça fait que la guerre coûte cher, parce que les mercenaires coûtent encore plus cher que les soldats. Il faut les payer quand même. Et les payer assez cher. Et maintenant, il y a, je pense, plus de mercenaires en Afghanistan que de soldats. On retire les soldats, on a mis les mercenaires. Mais comme ça, le public ne fait pas attention, parce que c'est comme si ça n'existait pas. Et la même chose avec les drones. Et c'est ça qui est particulièrement sinistre. Les États-Unis sont un continent à part, ils peuvent bombarder, ils peuvent tuer tout le monde, mais chez nous, il ne se passe rien, sauf que ça coûte de l'argent, mais ça ne nous touche pas. Et c'est ça qui est particulièrement sinistre. Il faut dire que Obama, tout réaliste qu'il est, c'est ça son réalisme. Son réalisme a été de rendre la guerre acceptable à la population. Oui, je pense évidemment qu'il y a les interventions d'Henri Agard. Je pense, en effet, il y a beaucoup de ces guerres qui sont spoiler operations. Ils sont là vraiment pour empêcher que quelque chose se développe, qu'il n'y a pas de concurrents. Et en effet, ça c'est dans Brzezinski. Dans le grand échiquier. C'est l'objectif, c'est exactement de voir s'il y a un pouvoir montant et de l'écraser pour ne pas avoir un rival sérieux. Donc ces guerres sont avant tout les guerres de destruction, ce n'est pas des guerres de conquête. Et ça, c'est un thème principal de mon livre. Ce n'est pas plus l'impérialisme qui veut conquérir et avec ça gérer les territoires, les pays. On veut casser l'opposition. Et c'est ça, je dis, règne du chaos, parce que qu'est-ce qu'on a créé avec ces guerres? Le chaos, le chaos. On n'a pas gagné la guerre de Vietnam, on n'a pas gagné en Afghanistan, on n'a pas gagné, on a cassé quelque chose. Et peut-être que tu précises à propos de Brzezinski qu'on a aussi un point important, c'est que son livre est supposé tirer parti de l'échec du Vietnam. Il prend acte de l'échec de la guerre au Vietnam, il dit qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Oui, voilà. Oui, mais oui. Alors, il y a Jean qui voulait dire quelque chose à propos de ça. Les réponses aux questions. Oui. Bon, pour votre question à propos de Trump, je pense que moi, je fais ce que j'ai dit avec BHL, c'est-à-dire je regarde ce que disent les autres. Les autres ne lui font pas confiance, et ça, c'est un signe. Mais évidemment, il n'y a rien dans ce que dit Trump qui est réellement... Il a juste dit qu'il serait équilibré, etc., tout au début, et puis après... Mais je veux dire, on ne peut pas, honnêtement, vous ne pouvez pas comprendre les États-Unis, vous ne pouvez pas comprendre, je sais que c'est très impopulaire de dire ça, vous devez lire Marshall Meriwether, vous pouvez lire Petras, vous pouvez lire The Transparent Cabal de Snegowski, qui est un des meilleurs livres sur la guerre en Irak. Vous ne pouvez pas comprendre les États-Unis si vous ne comprenez pas la force du lobby pro-israélien, qui est partout, à tous les niveaux de pouvoir, dans les médias, partout, et qui tire sur tout ce qui bouge, comme ils font ici d'ailleurs aussi, mais ils tirent sur tout ce qui bouge. Et donc, ça va sauter un jour, les gens en ont marre, c'est évident, et une des raisons pour laquelle
font pas trop confiance à Trump, c'est parce que probablement beaucoup de gens qui se tournent vers Trump le font parce que justement ils en ont marre de cette pression. Mais c'est une question vraiment que la gauche a refusé de voir, refusé d'analyser et qui est, à mon avis, fondamentale et qui explique aussi pourquoi il n'y a pas de stratégie politique cohérente aux États-Unis. Brzezinski en a une, mais elle n'est pas appliquée parce que toutes les affaires au Moyen-Orient sont d'une certaine façon une distraction par rapport à ce que serait un impérialisme rationnel. Et donc il y a toute cette volonté de faire un pivot vers l'Asie, etc., d'essayer d'empêcher la Chine, bon, ils peuvent toujours courir, mais enfin, d'empêcher la Chine de se développer, mais ça, c'est tout à fait, toute leur manœuvre au Moyen-Orient, tout leur soutien à Israël est improductif de ce point de vue-là. Prenez par exemple l'Iran. De nouveau, il y a la question de l'impérialisme. Moi, je me suis trouvé, il y a quelques années, quand j'étais chez Tadi, avec De Margerie sur le plateau. De Margerie était le président de Total, il est mort d'un accident d'avion à Moscou. Et il y avait un écologiste là qui a commencé à l'engueuler en disant oui, le pétrole est sale, etc. Alors il a dit mais moi je voudrais bien forer du pétrole en Iran. Il pleurait pour aller en Iran. Il dit là c'est beaucoup plus propre, etc. Mais on ne peut pas pour des raisons politiques. Et qui impose ces raisons politiques? C'est pas les capitalistes qui veulent ça. Et les sanctions contre la Russie, c'est pas les capitalistes qui veulent ça. Ils vont pas envahir la Russie, ils vont pas envahir l'Iran. C'est pas ça le but. Les sanctions, par exemple pour l'Iran, c'est évident que c'est lié au fait qu'il y a un pays au Moyen-Orient qui fantasme que l'Iran pourrait avoir une arme atomique, le rayer de la carte, ce qu'ils n'ont jamais dit, etc., etc. Et c'est uniquement lié à ça, c'est purement idéologique. Et donc on ne peut pas faire l'impasse sur les aspects irrationnels et idéologiques de ce genre de politique. Moi je suis désolé, mais je pense qu'on ne peut pas analyser ces choses en termes d'intérêt rationnel économique. Votre ancien président Chirac, un de vos anciens présidents, a dit à propos de l'Iran, s'ils ont une arme atomique, elle ne fera pas 200 mètres en l'air avant que le pays l'Iran soit rayé de la carte. Donc ce serait une arme purement défensive, ça n'a pas d'importance. Toute la presse est tombée dessus, ça a été Lalali, après, quelques jours après, il s'était pas bien exprimé, il s'est excusé, donc même le président de la République française. Et c'est purement lié, je suis désolé, cette histoire de l'Iran, et de sanctions contre l'Iran, et toute l'agitation sur l'Iran, et c'était évident, et si vous regardez, il faut lire en détail, il faut lire ce que dit l'EPAC, il faut voir ce qu'ils ont, la bataille qu'ils ont menée pour maintenir les sanctions contre l'Iran, empêcher les accords modérés qu'Obama a pris. C'est un truc vraiment important et qu'on ne peut pas, et qui ne, si on ne le comprend pas, on ne comprend pas l'aspect irrationnel de la politique américaine, particulièrement au Moyen-Orient, et contre-productif d'un point de vue capitaliste rationnel. Et du fait que par conséquent, il y a des gens qui, sans le crier sur les toits, disent oui mais on fait bien de commencer à penser à nos intérêts, pas seulement. Mais il y a quand même un point que je relève dans ce que tu dis, c'est vrai pour l'Iran, c'est absolument faux pour la Russie, parce que la Russie est une vieille impératif économique du capitalisme américain, déjà à la Première Guerre mondiale, Annie Lacroix l'a très bien expliqué, de détourner absolument le commerce classique avec la Russie au profit des intérêts américains. Ça a été le cas au moment de la Première Guerre mondiale, ça l'a été encore bien plus aujourd'hui, et la manifestation la plus évidente, c'est les sanctions contre la Russie. Elles sont totalement revendiquées par toute une partie du capitalisme américain. Je suis en désaccord total avec toi. Ah ben ça c'est facile à démontrer. Tu peux demander à Michel, etc. Là c'est très très facile à démontrer. Non, mais attention, je pense. C'est pas simplement le lobby sioniste qui est à l'origine de ça. J'ai pas dit ça. Non, la raison c'est qu'il faut détruire la Russie, mais c'est surtout parce qu'il faut détruire la Russie, ça arrange énormément tout l'essentiel de l'appareil institutionnel, économique américain. Non, mais je veux dire institutionnel qui est totalement ce sont absolument les comment dirais-je, comme disait Marx, les fondés du pouvoir des banques de Wall Street. Je connais cette expression, mais voilà. Mais c'est exactement ça. Là, avec la Russie, c'est caricatural. Ce que tu dis, le côté contradictoire et dialectique de ce que tu dis est me semble-t-il, tout à fait admissible à propos de l'Iran, parce que c'est assez absurde. Du Moyen-Orient en général. Et du Moyen-Orient en général, du point de vue des intérêts capitalistes américains, c'est vrai. Quelque chose. Je t'en prie. Oui, en effet, c'est que pour revenir à Brzezinski, il n'a pas exactement dit qu'il veut détruire la Russie. Il veut empêcher qu'il y ait un accord entre la Russie et l'Europe occidentale. Parce que sa thèse, c'est que l'Amérique perdrait le contrôle du monde s'il y a une unité de l'Eurasie. Ça, c'est très clair. Des échanges. C'est le contrôle du monde au sens des échanges. Non, c'est politique. C'est-à-dire que le problème, excusez-moi, avec l'argumentation marxiste, c'est un peu réductionniste.
économique. Ces gens-là sont des gens, des stratèges, sont des gens qui ne sont pas des capitalistes. Ils sont des fous de pouvoir. Ils sont là ils voient la puissance américaine comme quelque chose qui peut dominer le monde et ils veulent. Évidemment, ils sont liés au capitalisme, bien sûr. Ça c'est vrai. Mais les intérêts des capitalistes sont variables. Leur intérêt est le pouvoir, l'hégémonie mondiale. Et pour Brzezinski, c'est très clair qu'il faut absolument empêcher, et toute cette histoire, toute cette sinistre comédie de l'Ukraine, c'est une façon de diviser, de créer une nouvelle mur entre la Russie et l'Europe. Parce que si se développait économiquement, oui, économiquement, mais aussi politiquement et avec de bonnes relations, ça laisserait les États-Unis de côté. Évidemment, de façon économique, mais aussi politique. Les choses sont liées. Mais pour Brzezinski, c'est là où le Moyen-Orient entre dans le jeu. Parce que le grand coup de Brzezinski, c'était après la révolution iranienne, quand il a, comme il dit, il a encouragé la Russie d'entrer en Afghanistan pour leur donner leur propre Vietnam, donc pour les battre. Et c'est là où il s'est allié avec les musulmans les plus extrémistes, parce que, évidemment, les Russes favorisaient l'école pour les petites filles. La laïcité, on va dire. La laïcité et tout ça. Donc, c'est Brzezinski qui a entamé cette alliance avec le fanatisme. Et pourquoi? Et ça, c'est toujours actuel. Parce que le politique au Moyen-Orient, c'est en partie pour favoriser Israël et pour éliminer les pays nationalistes. Mais c'est aussi pour encourager l'islamisme fanatique, le soft underbelly, le ventre mou de la Russie, parce que la Russie, le chef d'État depuis toujours d'Ouzbékistan vient de mourir. On va avoir un problème parce que les Américains vont essayer de créer une révolution colorée. Parce qu'il y a tous ces pays musulmans au sud de la Russie, et l'idée dont les guerres du Moyen-Orient visent aussi la Russie. C'est pas seulement pour faire plaisir. Vise surtout la Russie. Mais non. Oui, la Chine vient après. Le premier plat, c'est la Russie. C'est Israël. Non, bon, écoutez. Il peut y avoir des divergences. Voilà, bon. Fini d'exprimer ton point de vue. Nous sommes en désaccord avec Jean Bricmont sur ce point. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a une convergence d'intérêts là. Parce qu'il y a les intérêts de l'Arabie Saoudite. Brzezinski était contre la guerre. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe actuellement. Parce que, excusez-moi, maintenant on a les néoconservateurs, et c'est pas Brzezinski, c'est Victoria Nuland qui était à l'œuvre. C'est les Brzezinski, il est très vieux et il donne son opinion de temps à autre, mais ceux qui sont actifs, c'est les néoconservateurs. Et ils sont à la fois pour Israël et contre la Russie. Et ces choses sont en train de converger de façon extrêmement dangereuse parce que la guerre en Syrie, c'est aussi une guerre contre la Russie. Et c'est là où les choses peuvent vraiment exploser parce que tout est préparé maintenant pour une grande offensive en Syrie.
Et c'est pas Hillary toute seule, non, pas du tout. Mais il y a une cinquantaine de fonctionnaires du département d'État qui ont critiqué Obama pour cette retraite. Et il y a tous les néoconservateurs maintenant qui donnent leur soutien. Donc, c'est-à-dire, elle n'est pas seule, elle serait la porte-parole de toute la partie de guerre, ce qu'on appelle la partie de guerre, qui est prête à insister pour renverser Assad, chasser la Russie, et puis après il y a l'Ukraine et encore une guerre. Et c'est ça qui... Et donc les choses sont extrêmement liées. Et encore, l'attitude des Européens, c'est quelque chose qui... Est-ce qu'ils sont drogués? Mais ils sont surtout ignorants. Alors, on va peut-être essayer de les éclairer. On va prendre une dernière question, peut-être une ou deux dernières questions, parce que le temps file. Est-ce qu'il y a des... Monsieur, à vous. Oui, est-ce que Trump ne serait pas le dindon d'une farce où le système, le complexe militaro-industriel et le conservateur, comme vous les appelez, gagne à la fin? C'est-à-dire, après des primaires un petit peu folkloriques, très folkloriques, il a donc remporté l'investiture américaine. Il a été flanqué d'un vice-président, Mike Pence, qui est gouverneur du Montana, je crois, et qui lui est un républicain vraiment dans la ligne, même s'il se définit avant tout comme chrétien et conservateur, dans cet ordre. Non, mais Attends, on va prendre les questions et vous allez répondre après. Il gagne en novembre, et je crois qu'il va gagner. Bon. Je crois qu'il va gagner. Si par malheur il lui arrive un accident, c'est donc Mike Pence qui devient président. Et là, on n'est plus dans la ligne Trump, on est dans la ligne conservatrice républicaine traditionnelle. Alors, une autre question, je crois qu'il y en avait, je ne sais plus où, là. Non, il n'y en a pas d'autres si, monsieur, pardon. J'aimerais savoir si vous avez d'autres éléments pour cette idée, je trouve curieuse, que les États-Unis, que les néocons défendent le communautarisme dans le monde, que ce serait une nouvelle idée. À part les Wikileaks, si vous avez d'autres éléments pour... lisez Brzezinski. C'est très Alors, lisez Brzezinski, là. Oui, alors donc, ça c'est la deuxième question. Et il y en avait une dernière, je crois, par ici, non, je ne sais plus. Donc, voilà, on prend ces deux questions. Et Diana, toi l'honneur de commencer les réponses. Non, mais, bon. Donc sur l'hypothèse de monsieur, là, le dindon de la farce, Trump, et l'autre... Oui, non, mais en effet, dans le livre que j'avais écrit avant Trump, j'avais prévu que les républicains, vu leur cas de décadence, choisirait quelqu'un dont la fonction serait de faire que Hillary Clinton paraisse bien. C'est-à-dire que, en effet, Trump, je pense que tout de même, je pense il y a énormément de mauvais candidats dans le public, le Parti républicain. J'imaginais un de ces médiocres au lieu de... qui aurait la même fonction, c'est d'être contrasté avec Hillary qui sera, elle a de l'expérience, blablabla. Et en effet, si c'était Cruz, c'était pas mieux, c'était même pire. Je pense pas que Trump est un instrument de... Je pense que c'est une vraie surprise. C'est curieux. Je parle de son adjoint, enfin celui qu'on lui a accolé tout de suite, il n'était pas très d'accord d'ailleurs. Oui, ça c'est vrai, Et le problème évidemment, c'est que Trump n'est pas très entouré. Et il est vraiment, très curieusement, mais il est très un individu là-dedans. Et si il est élu et disparaît, on reviendra... C'est vrai qu'un président assassiné aux États-Unis, on n'a jamais vu ça. Et la question de monsieur, là, sur le communautarisme défendu par les néoconservateurs. Mais d'abord, le communautarisme est encouragé aux États-Unis même. C'est-à-dire, évidemment, les Américains veulent que le monde ressemble aux États-Unis. Déjà, c'est-à-dire que, comme j'ai bien dit, c'est-à-dire que toute l'idéologie, c'est de remplacer
la notion d'égalité entre tout le monde par égalité entre groupes, que ce soit racial, national, sexuel. C'est en effet de fragmenter, à commencer par les États-Unis. C'est pas seulement quelque chose qu'on veut servir aux Français. Ça, c'est leur modèle. C'est leur modèle pour en effet, pour diviser et régner. Une société de communautés, religions diverses et même contrastées, ça aide l'Empire de régner sur tout. Il y a d'ailleurs, excusez-moi, il y a un exemple très frappant et très concret, proche de nous, que voilà, qui est irakienne peut confirmer. C'est la constitution que les Américains ont imposée en Irak, qui est une constitution absolument communautariste, rigoureusement, par un avocationniste de Wall Street, qui est un constitutionnaliste américain, et ils ont défini le modèle, il est très clair, c'est totalement communautariste. Tu peux peut-être confirmer ça, voilà, pour les gens qui en douteraient. C'est pas seulement, en fait, religieux. La constitution qu'ils ont imposée en Irak après avoir envahi l'Irak. Après, c'est arabe et kurde, quoi. Ouais. Et apparemment, ça a été déjà avant le 2003, l'équipe américaine, il a reçu les Irakiens en tête que chiites, sunnites, kurdes, arabes, tout ça. Voilà. Donc ça c'est. C'était le cas aux accords de Dayton. Absolument. Les seuls interlocuteurs politiques reconnus, c'était les leaders des communautés ethnico-religieuses qui avaient qui s'étaient engagés dans l'explosion de. Bon, c'est ça le drame de la France, c'est qu'évidemment, ça c'est l'idée des Américains, c'est l'empire avec, après chaque groupe de s'amuser avec ces trucs folkloriques, les divisions ethniques, etc., les religions. Moi je pense que les Français gèrent ça très mal, mais c'est vrai que les Français, la France est un pays dominé, en particulier idéologiquement et culturellement par les États-Unis, et indirectement politiquement à travers l'Union européenne, l'OTAN, etc. Mais aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a toutes ces communautés, mais ce qui les unit, c'est un patriotisme américain très fort. Oui, enfin, c'est un ennemi suffisamment puissant. Oui, mais c'est pas un barbu qui se cache dans une grotte, voilà. Ça suffit pas. Alors, on va comme le temps file et qu'on est arrivé au bout des questions, et avant de passer à la séance de dédicace, et puis après un petit pot, après l'effort, le réconfort, je vais laisser la parole à Diana pour la conclusion. Ce qui lui paraîtrait utile de dire en conclusion de cette soirée. De ces débats. Voilà. Non, ça c'est pas mon style. Non, c'est pour ça que je le dis. Non, mais je pense que j'ai déjà exprimé ma conclusion. Ma conclusion revient toujours à la responsabilité des Européens. Parce que je vis en Europe, moi aussi. Et franchement, devant ce qui est devenu les États-Unis, ce qui est devenu la classe politique, ce qui est devenu leur président, j'ai peur, j'ai vraiment très très peur. Je trouve que la situation est extrêmement grave, extrêmement dangereuse, et je vois comment on est parmi les enfants qui ne voient rien, on joue. On s'amuse avec le burkini par exemple. Oui, exactement. C'est ça qui fait le... Et Daesh. C'est vraiment... Quand il y a un attentat. Laisse conclure Diana. Non, mais évidemment... Mon livre est conçu comme un avertissement, comme pas une histoire de scandale de Hillary Clinton, il y en a beaucoup, mais vraiment comme un avertissement. Et c'est publié en France, en Allemagne, en Italie. En Italie, on en parle un peu. Les Italiens sont moins conformistes que les autres. Mais mais ils ne peuvent rien faire parce que c'est un pays que on ne fait pas attention en Italie. C'est l'Allemagne et la France qui pourraient faire quelque chose, mais je ne sais pas, ce serait un grand mouvement, je ne sais pas. J'ai dit ce que j'ai à dire, j'ai peur et j'espère qu'on va réagir. Bon, alors que faire dans l'immédiat? Achetez le livre. Donc, merci à tous, merci Diana, merci Jean, merci Jean-Pierre, merci Michel.